Nouvelle semaine sur la West Africa Democracy Radio. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Planétaire, l'émission qui traite des questions environnementales en Afrique de l'Ouest et au-delà. Cette semaine, nous parlons du rôle de la technologie dans la conservation de la faune et de la flore. La faune, c'est l'ensemble des espèces animales vivant dans un espace géographique. La flore, elle, renvoie à l'ensemble des espèces végétales, notamment les plantes. Les outils numériques constituent des moyens précieux dans la préservation des êtres animaux et végétaux. Elles sont d'ailleurs nombreuses, les espèces à être menacées à cause des effets du changement climatique. Selon un rapport de l'ONU, environ 44% des espèces migratrices sont menacées de disparition. La technologie reste ainsi un allié de taille pour les organisations engagées dans la préservation de la biodiversité. On en parle dans ce magazine avec Dr Ekun Michael Kona. Vous êtes en ligne de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ornithologue, enseignant-chercheur en biologie animale à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo, administrateur de la page Les oiseaux de Côte d'Ivoire. Nous sommes également en ligne avec vous, Mamadi Fati. Bonjour. Bonjour, M. Diakité. Vous êtes diplômé en sciences agronomiques et environnementales à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Vous êtes par ailleurs président de Green Actions Sénégal dans la zone sud du Sénégal. Merci de nous rejoindre. Vous êtes aussi avec nous, Mamadou Sarr. Vous êtes le coordonnateur du quai de pêche de Ouakam, localité balnéaire dans l'ouest du Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez, merci à vous aussi. Merci à vous, Monsieur Planétaire. Le futur de l'environnement commence ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Les outils technologiques demeurent primordiaux dans la protection de la faune et de la flore. Les appareils tels que les drones, les radars ou encore les capteurs de suivi et de mouvement doivent figurer dans les dispositifs des acteurs engagés dans la préservation des espèces selon l'Organisation mondiale de la santé animale. Je vous propose d'écouter à ce sujet Monique Eloït, directrice générale de l'Agence des Nations Unies pour la santé animale. Au cours des 20 dernières années, le monde a connu des innovations technologiques majeures. La quantité et la vitesse de circulation des informations et des connaissances ont atteint des niveaux sans précédent. Parallèlement, les préoccupations croissantes concernant la biodiversité ont mis en évidence la nécessité d'améliorer la surveillance de la santé des espèces sauvages et la détection des agents pathogènes afin de préserver la biodiversité et de garantir la santé et le bien-être des animaux domestiques et des humains. Ces innovations technologiques sont porteuses d'avantages et de défis. L'empreinte environnementale de la production et de l'utilisation de certaines technologies est insoutenable, en particulier l'extraction de minéraux ou la déforestation pour augmenter les zones de pâturage ont eu un impact sur l'habitat des espèces sauvages et ont augmenté la fragmentation des populations, les rendant plus vulnérables aux maladies. Et dans le même temps, il existe de nombreuses possibilités pour des technologies innovantes, bien conçues et bien utilisées pour contribuer à la protection de la faune et de la santé des animaux sauvages, des animaux domestiques et des êtres humains. Par exemple, la télédétection ou des biocapteurs peuvent améliorer la détection des maladies, en particulier dans le contexte du commerce international. La surveillance non invasive par drone des populations sauvages et le dépistage par EDNA réduisent le stress lié à la capture
et permettent des interventions basées sur le risque. Les systèmes d'information interconnectés peuvent permettre le partage rapide des informations sur la détection des agents pathogènes depuis le terrain jusqu'aux décideurs, permettant aussi une évaluation précoce des risques et une réaction rapide en tant qu'allié durable sur la scène mondiale, engagé dans la sauvegarde de la santé animale et la préservation de la biodiversité. Good World Wildlife Day 2024. Déclaration de Monique Eloït, directrice générale de l'Agence des Nations Unies pour la santé animale. Ils sont nombreux les organisations qui font usage des outils technologiques dans leurs activités, des moyens qui permettent d'accroître la surveillance et la protection des espèces animales, comme par exemple les oiseaux. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les oiseaux peinent à survivre dans ce contexte de crise climatique. Nous sommes en ligne de Korogo avec vous, Dr Ekun Michael Kona. Vous êtes ornithologue, enseignant-chercheur en biologie animale à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo. Vous êtes par ailleurs administrateur de la page Les oiseaux de Côte d'Ivoire. D'abord, comment avec la technologie vous parvenez à protéger les oiseaux? De nos jours, les nouvelles technologies interviennent à plusieurs niveaux en matière de conservation des oiseaux sauvages. Donc, on peut citer par exemple la surveillance et le suivi des populations, notamment pour savoir où se trouvent les oiseaux, quels sont les couloirs de migration empruntés par les oiseaux et quelles sont les dates d'arrivée et les dates de départ. On peut également utiliser les nouvelles technologies pour la protection des habitats, notamment pour cartographier les habitats des oiseaux, identifier les zones menacées par la destruction ou la dégradation du milieu. On peut aussi utiliser les nouvelles technologies pour lutter contre le braconnage. Et dans ce cadre, par exemple, on va surveiller et identifier des sites favorables au braconnage, donc ou produire des alertes précoces concernant les activités des braconniers. Les nouvelles technologies peuvent aussi servir à sensibiliser le public, notamment à travers la science participative ou encore science citoyenne, qui implique un grand public et qui consiste à utiliser des applications. Et ça, nous allons y revenir. Et enfin, on peut aussi utiliser les nouvelles technologies pour, par exemple, réduire les risques de collision entre les oiseaux et les bâtiments. Et quels outils technologiques utilisez-vous le plus? On peut citer une panoplie d'outils qu'on peut qualifier d'outils de nouvelles technologies, bien d'outils technologiques pour l'étude ou pour l'inventaire et la conservation des oiseaux. Entre autres outils, on peut citer par exemple les balises GPS ou les émetteurs radio ou satellites qui sont très utilisés pour suivre les oiseaux. Ce sont des dispositifs qu'on fixe sur les oiseaux et qui permettent de suivre leurs déplacements sur de longues distances et de comprendre par exemple leur route migratoire, les zones de reproduction et d'alimentation. On peut également citer la radiotélémétrie qui est un peu analogue à ce qu'on vient de dire. Donc, ce sont des émetteurs radio qui sont plus légers que les balises GPS et qui sont aussi utilisés pour suivre les oiseaux à plus courte distance et étudier aussi leur comportement et pouvoir aussi les changements d'habitat et certains facteurs qui interviennent dans la dynamique de ces oiseaux. On a notamment les drones qui sont des outils innovants pour surveiller les habitats. Donc, observer les oiseaux en grande masse dans des zones difficiles d'accès ou surveiller par exemple les colonies de reproduction et aussi cartographier les habitats. On a même l'usage de l'intelligence artificielle qui est utilisée notamment pour analyser automatiquement les données comme des images qui sont collectées par des caméras pièges en grande quantité et qui seraient par exemple difficiles à un homme ou qui mettraient beaucoup plus de temps pour un homme de pouvoir analyser et tirer des conclusions. On a des caméras pièges qui sont des sortes de caméras, des boîtiers avec menu d'appareils photo ou des caméras qu'on va fixer dans le milieu naturel pour suivre l'activité des oiseaux, notamment les grands oiseaux. Et enfin, on peut parler des applications mobiles. Ce sont des applications installables sur smartphone et qui aident à l'identification et à l'inventaire des oiseaux. Donc voilà en gros un ensemble d'outils technologiques utilisés pour l'étude et aussi la protection des oiseaux. Est-ce que vous parvenez à combattre les fléaux tels que le braconnage à l'aide de la technologie? Oui,
On peut aujourd'hui dire que les nouvelles technologies utilisées dans le domaine de la conservation permettent de lutter contre le braconnage, même si les braconniers aussi s'adaptent au fur et à mesure. Donc, à l'aide de drones, par exemple, il est possible de repérer les campements de braconniers. Les capteurs acoustiques permettent de détecter les coups de feu. Donc, on entend les coups de feu tirés. Les gardes forestiers peuvent être automatiquement alertés. Et également les caméras trappe ou des caméras pièges qui peuvent prendre automatiquement des photos des braconniers. Donc, de telles technologies sont utilisées dans certaines aires protégées en Côte d'Ivoire, mais ne sont pas encore spécifiques aux oiseaux. Donc, c'est des technologies qui sont beaucoup plus utilisées actuellement pour les grands mammifères, pour faire le suivi des grands mammifères dans les parcs et les réserves. Et la technologie vous permet-elle vraiment de sensibiliser sur l'importance des oiseaux? Si oui, comment vous y parvenez? Aujourd'hui, la technologie permet de sensibiliser le grand public sur l'importance des oiseaux. Et un des meilleurs moyens de faire ça, c'est l'utilisation des applications ornithologiques pour smartphone. Donc, par exemple, moi, j'ai sur mon téléphone installé des applications que j'utilise très souvent, notamment eBird, qui permet de faire des inventaires de terrain. Donc, au lieu d'aller sur le terrain avec un carnet pour noter les espèces d'oiseaux observées, je peux directement faire cela avec mon smartphone. Il y a aussi associé à eBird ce qu'on appelle Merlin Bird ID, qui permet en fait d'identifier directement les oiseaux sur le terrain. Donc, c'est une sorte de guide ornithologique, parce que par le passé, les guides, c'est les gros livres qu'on achète en librairie. Parfois, ça coûte très cher. En Côte d'Ivoire, ici, un guide ornithologique coûte autour de 30-35 000 francs CFA. Alors qu'avec Merlin Bird ID, c'est une application qui est gratuite, qui est installée sur smartphone et qui peut même fonctionner sans l'Internet. Donc, tout le monde peut installer ces applications sur son téléphone et faire de l'ornithologie. Donc, identifier les oiseaux, décompter les oiseaux. Voilà, c'est très facile et ça sensibilise le grand public. Aujourd'hui, par exemple, on a un nombre très important d'ornithologues amateurs qui envoient des données et toutes ces données servent, par exemple, à la conservation des oiseaux. Et quelles difficultés rencontrez-vous souvent dans l'usage des outils technologiques? Aujourd'hui, la plus grande difficulté qu'on rencontre avec les outils technologiques, c'est le coût d'accès. Ces outils restent parfois très chers, vraiment chers. Quand on parle des balises GPS, c'est des outils qui coûtent cher. Donc, il est parfois difficile pour les pays africains de déployer de vastes programmes utilisant ces technologies. D'ailleurs, quand ces technologies existent, elles sont mieux adaptées pour les grands mammifères que pour les oiseaux. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les caméras pièges et les balises GPS sont exclusivement réservées aux grands mammifères, notamment pour la protection des éléphants. Mais à ma connaissance, il n'existe pas encore de programme au niveau national pour la surveillance des oiseaux à partir de balises GPS. Voilà. Cependant, il est possible d'observer des balises GPS sur des oiseaux migrateurs, donc des oiseaux qui sont marqués en Europe et qui viennent en Afrique pour les migrations. Donc oui, il est possible de suivre ces oiseaux avec ces balises. Et notamment, une anecdote en Côte d'Ivoire, c'est que on a été interpellé une année par nos collègues européens qui nous ont signifié que un grand rapace qui avait été marqué en Europe connaissait des difficultés en Côte d'Ivoire. Donc, la balise s'est arrêtée, donc en un endroit fixe, ne bougeait plus. Et ils ont interpellé les ornithologues ivoiriens pour essayer de savoir de quoi il s'agissait. Et après investigation, on s'est rendu compte que malheureusement, ce rapace avait été abattu par des chasseurs et que voilà, ils sont repartis avec les tasses munies de balises comme trophée. Et donc, cette balise émettait toujours. Et à partir de là, on a pu comprendre que voilà, l'oiseau s'était immobilisé quelque part. Donc, voilà un peu comment peut servir cette technologie. Mais encore, malheureusement, ça reste parfois très coûteux pour nos régions et donc difficile à utiliser. Merci à vous, Dr Ekoun Mikael Konan. Je rappelle que vous êtes ornithologue. Vous êtes également enseignant, chercheur en biologie animale à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo. Vous êtes aussi administrateur de la page Facebook Les Oiseaux de Côte d'Ivoire. Merci infiniment de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Moustapha, de m'associer à vos émissions et de parler de la biodiversité et de comment préserver et protéger notamment les oiseaux. Merci beaucoup et à la prochaine.
Les poissons figurent aussi dans le rang des espèces animales menacées par les crises climatiques. En mer, les pêcheurs se servent également des outils technologiques, d'une part pour protéger les poissons, mais aussi d'autre part pour mener une pêche durable. On en parle avec vous, Mamadou Sarr. Vous êtes le coordonnateur du quai de pêche de Ouakam. Vous savez, avant, avec les connaissances empiriques, nous, bon, en général, avec l'apprentissage, moi qui vous parle, nous, on utilisait, c'est le vent, c'est les étoiles, c'est la lune, c'est le soleil, donc, et la houle. Alors maintenant, avec les performances, les nouvelles technologies, c'est les GPS, c'est les boussoles, c'est les compas, c'est aussi les engins de pêche. Les engins de pêche, donc il y a vraiment une mutation que vraiment au niveau de la pêche, vous savez il y a une transformation qui est là et ça a poussé les pêcheurs à être beaucoup plus performants. Et que représentent ces nouvelles technologies dans le secteur de la pêche? C'est-à-dire qu'il y a une précision qui est là. Alors, on peut exploiter une zone de pêche avec les EPS, même si le temps n'est pas clair. Parce qu'autant, il y avait les repères à terre. Ça veut dire que c'était les arbres, les montagnes, les immeubles et tout. Alors, maintenant, pour se repérer avec les GPS, même s'il y a de la poussière, de la brume, du vent, tout ce qui peut se passer sur l'espace naturel, donc, quelque part, avec un GPS, tu peux toujours rejoindre le coin qui a été, comment dirais-je, le coin de pêche, bon, avec toutes les intempéries qui peuvent exister. Alors ça permet pas aux poissons d'échapper. Quels sont les outils qui permettent de mieux protéger l'espèce maritime, qui est le poisson? Bon, d'abord, tu vois, il y a une réglementation au niveau des océans. Ça veut dire qu'au niveau du Sénégal, nous avons ce qu'on dit le code de la pêche. Ce code nous permet d'identifier les tailles qu'on doit prendre et de ne pas faire une surexploitation. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des engins de pêche qui sont réglementés. Alors, cette réglementation-là permet aux pêcheurs, ça veut dire aux pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels, de ne pas accéder ou bien de ne pas prendre les poissons qui ne sont pas autorisés. Alors, sur ce, vous avez l'intelligence artificielle, bon, c'est les nouvelles technologies, hein, comme je peux le dire. Alors, le pêcheur, de temps en temps, il fait, bon, c'est des infractions qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour une bonne réglementation et que, bon, la pêche soit pérenne? Donc, les pêcheurs, bon, en général, bon, c'est normal d'évoluer, mais cette évolution-là a des conséquences. A des conséquences, comme vous le savez. Comme je l'ai dit tantôt, le manque de poissons qu'on a constaté au Sénégal, c'est que veut dire que la pêche artisanale et la pêche industrielle sont devenus beaucoup plus performants et le nombre de pêcheurs aussi a augmenté, le nombre d'engins, le nombre, par exemple, la longueur, la profondeur, le matériel est devenu plus grand. Donc, sur ce, le poisson n'a pas d'échappatoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir faire des aménagements. Et, par exemple, l'application du code de la pêche au niveau du Sénégal. Ça veut dire que vous avez entendu parler des juvéniles. Les juvéniles, ça, il faut les préserver. Donc, pour les préserver, il va falloir l'application du code de la pêche. Parce que la loi, par exemple, ne permet pas à pêcher des juvéniles. Les juvéniles, c'est les poissons de petite taille. Il y a des tailles matures dont on peut pêcher, mais il y a des tailles qui sont immatures. Alors, sur ce, il va falloir que l'État et les populations aussi, parce que si les populations ne s'y mettent pas, alors donc vous voyez quelque part ça va aller à la dérive, quoi, comme je peux le dire. Quel est le message que vous lancez? Il faut mettre au devant de la scène la recherche. La recherche, peut-être que bon, le plus souvent c'est de l'échantillonnage, mais quelque part il y a des données qui sont là. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'abord d'écouter la recherche. Après avoir donné des indications et des orientations, alors l'application, c'est l'État qui doit le faire. Nous, population, nous qui sommes pêcheurs et la pêche artisanale et la pêche industrielle, vous savez, à notre niveau, donc pour protéger cette ressource-là, il va falloir écouter la recherche. Il y a des tailles, vous avez parlé tantôt de l'âge du poisson. On sait l'âge de poisson, l'âge de certaines espèces. Bon, le poisson, par exemple, si on le laisse grandir, il va se reproduire en abondance. Mais si on ne le laisse pas grandir, ils ne vont pas se reproduire.
Et vous voyez ces dégâts-là, donc la recherche s'est prononcée pour dire, parler de temps en temps avec le rapport annuel, de dire que cette espèce-là est menacée. Il ne faut pas qu'on fait une surexploitation sur telle espèce et telle espèce. Alors sur ce, il va falloir respecter ces consignes et par exemple l'application qui reste à désirer, là c'est l'État. Mamadou Sarr, vous êtes le coordonnateur du quai de pêche de Ouakam, localité balnéaire dans l'ouest du Sénégal. Nous marquons une courte pause, la suite c'est dans un instant. Les espèces végétales ne sont pas à l'abri du péril climat. Pour vivre encore plus longtemps, les plantes ont besoin d'un entretien efficace pour mieux grandir. Green Actions Sénégal, une organisation pour la préservation de l'environnement, s'active en ce sens en employant des moyens technologiques. Nous sommes avec vous pour en parler. Mamadi Fati, vous êtes diplômé en sciences agronomiques et environnementales à l'université Hassan Sek de Ziguinchor dans le sud du Sénégal. Vous êtes par ailleurs président de Green Actions Sénégal dans la zone sud. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et que représente la technologie pour vous au sein de Green Actions Sénégal? D'abord, merci pour la question. Mais d'abord, il faut que je revienne un peu pourquoi la technologie dans le monde environnemental. Il faut forcer de reconnaître que la technologie a conditionné notre mode de vie et de travail. Maintenant, appliquée à l'environnement pour une gestion, ce qu'on appelle cette écolo digitale positive. C'est un super moyen de lutte contre les changements climatiques, les pollutions, la déforestation et sur faciliter les rencontres, ce qui va en pair ou de connivence avec ce que nous faisons parce que nous, à Green Action Sénégal, c'est cette promotion que nous faisons, cette promotion avec notre slogan agir pour l'environnement. La technologie pour nous à Green, c'est un moyen qui nous permet de gérer nos activités, nos réunions, nos missions de coordination parce que comme vous l'avez si bien rappelé, il y a Green Action, il y a Green Nord et Green Sud. Donc, pour mieux coordonner, on a besoin de cette technologie qui nous facilite franchement, mais aussi de mieux gérer nos suivis évaluations de projets. Voilà, parce que c'est un élément important dans un projet. Donc, si on a la technologie qui nous facilite, en tout cas, on est preneur. Ce qu'on peut dire avec nous à Green Action, la technologie nous apporte beaucoup plus parce que ça va de pair avec ce que nous faisons et ça nous aide vraiment. Bien. Et quels outils faites-vous le plus usage dans le but notamment d'entretenir les espèces végétales, en particulier les plantes? Bon, nous, souvent, on utilise ce qu'on appelle les smartphones, qui sont un véritable compagnon de travail. Ils nous aident dans l'identification des plantes, dans l'analyse des terrains et parfois même dans le calcul des mesures. Et aussi, on peut utiliser les logiciels pour faciliter l'aménagement, mais aussi les outils d'informatique comme les imprimantes, parce que nous aussi, en travaillant dans les espèces, dans les forêts végétales ou quoi que ce soit avec l'espèce végétale, nous faisons ce qu'on appelle des enquêtes, aller voir le milieu, essayer de discuter avec les personnes. Donc, nous travaillons avec ces outils comme l'imprimante qui peut nous aider à travers des questionnaires d'enquête. Donc, en général, c'est comme nous faisons, ce sont les outils que nous utilisons le plus. Et est-ce que cela vous aide notamment dans le travail de sensibilisation que vous menez, puisque vous menez plusieurs activités à travers le pays, le Sénégal, notamment la sensibilisation? Ah oui, ça nous aide beaucoup. Comme je vous l'ai dit, la technologie, c'est un plus pour nous parce qu'on mène beaucoup d'activités dans l'étendue du territoire. Mais dans la sensibilisation, parce que nous, on fait beaucoup plus de sensibilisation, on se base beaucoup plus de sensibilisation à Green Action parce qu'on se dit il faut d'abord sensibiliser les gens avant de pouvoir faire les activités. Donc, avec la technologie, ça nous facilite de faire une sensibilisation sur toute l'étendue du travail à travers nos outils d'information. Donc, en tout cas, ça nous aide beaucoup. Donc, c'est un super moyen qui facilite notre travail parce que vous savez, c'est pas facile le travail d'un environnementaliste. Donc, si on a aujourd'hui un outil qui peut nous faciliter ça, on est preneur et les outils nous aident beaucoup. Bien. Et quels sont les défis que vous rencontrez dans vos activités concernant l'usage des outils technologiques? Est-ce que vous faites face souvent à des difficultés concernant les outils technologiques? Ah oui, il y en a beaucoup, les défis. Vous savez, par exemple, si je donne un exemple, pour partir sur le terrain, il y a un smartphone qui tombe, il se gâte, là, ça va vous perdre du temps parce que vous serez obligé de remplacer ou d'aller chercher encore un autre. Donc c'est difficile. Et vous savez que nous, à Green Action, on est beaucoup plus végétal qu'animal parce qu'on est beaucoup plus dans ce qui est
l'éducation environnementale, mais du côté beaucoup plus végétal. Donc, pourquoi je parle de cet aspect végétal, même si on est d'accord que quand vous plantez des arbres, vous faites appel à une certaine biodiversité, mais il faut se reconnaître qu'ici, en Basse-Casamance, il y a beaucoup de pluie, c'est une zone pluvieuse avec de fortes concentrations et aussi très fréquentes. Donc, une fois que vous partez sur le terrain avec ces pluies-là, vous êtes obligé de reporter parce que ça sera très, très, très difficile avec les matériaux parce que des matériaux, une fois que sont mouillés, donc c'est difficile de travailler avec. Donc, ce sont des défis que nous rencontrons aussi. Ou parfois, vous partez en mission dans un village. Vous savez, dans beaucoup de villages issus des systèmes solaires avec l'énergie solaire, ce que nous encourageons, de toute façon, ce que nous encourageons. Mais vous partez, vous savez, le défi avec les appareils numériques, ce sont des appareils qui sont à forte consommation d'énergie. Donc, vous partez, vous utilisez les énergies solaires et que, par exemple, la nuit, il n'y a pas assez de charge, c'est difficile de charge pour aller faire le travail le lendemain. Donc, ce sont les défis que nous rencontrons le plus souvent sur le terrain. Numérique. Bien noté, Mamadou Fati. Je rappelle que vous êtes diplômé en sciences agronomes et environnementales à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Vous êtes par ailleurs président de Green Action Sénégal dans la zone sud, notamment à la Casamance. En tout cas, merci de votre disponibilité. Merci à vous. C'est un peu d'invitation parce que vous savez, parler des questions environnementales, je pense que c'est très important aujourd'hui parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des choses qui nous concernent tous. Bien, merci en tout cas et excellente journée à vous, Monsieur Fati. Ok, merci et à vous pareillement. Et nous arrivons au terme de ce numéro de Planétaire. Merci de l'avoir écouté. À la présentation, Moustapha Diakité, émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.wadr.org. Merci également à nos radios partenaires. Planétaire revient la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien dans un environnement sain.